Programme d'urgence du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au procès 100 jours, au-delà des émotions, au-delà de la passion, nous allons revenir sur les différents épisodes de cette saga judiciaire en République démocratique du Congo. Messieurs et dames, vous êtes bel et bien dans le jeu. Bienvenue à tous et à toutes. Messieurs et dames, pour aborder cette question qui défraie la chronique et qui taraude tous les esprits en ce moment en République démocratique du Congo, je vous invite à découvrir l'invité du jour. Vous l'avez compris, c'est Etche Omo. Magloire Landou Pambou. Magloire Landou est licencié en gestion des entreprises, manager et marketeur, expert en passation des marchés, ancien chargé d'études en marché public au cabinet du ministre d'État au budget, plusieurs fois assistant en passation des marchés et formateur. Magloire Landou est entrepreneur politique, secrétaire interfédéral adjoint en charge de l'organisation et monitoring de l'UNC Kinshasa. Magloire Landou, bienvenue pour la toute première fois dans le jeu. Merci beaucoup. Eh bien que je vous reçois dans de circonstances difficiles, comme vous le savez, non seulement les Congo, mais l'humanité entière est frappée par un mal qui répand la terreur qu'on appelle Covid-19. Effectivement. Mais malgré ça, nous acceptons de nous déconfiner pour parler Congo. Nous parlerons toujours Congo jusqu'au dernier souffle de notre vie. En tout cas, nous n'allons pas rester debout. Merci. On s'installe tranquillement. Magloire Landou, plantons les décors. Tout est parti avec cet ambitieux et noble projet de Félix Tshisekedi Tshilombo, avec son directeur des cabinets, bien sûr, Vital Bien évidemment. Qui va de la modernisation des infrastructures, de la construction de maisons pour les militaires, les policiers, la gratuité de l'enseignement. Mais hélas, une année après, les masques commencent à tomber et on réalise que c'était une vaste escroquerie. C'était un plan ingénieux pour détourner de l'argent de la caisse de l'État. Qu'en pensez-vous? Merci beaucoup pour l'invitation encore une fois. Je pense que le peuple a besoin de l'information, mais pas n'importe laquelle. Le peuple a besoin de la vraie information. L'information, mais la bonne. Il faut donner la bonne information. Ici, le programme de 100 jours n'est pas une vaste escroquerie. Parce que jusque-là, il n'est nulle part prouvé qu'on a escroqué de l'argent quelconque. On a détourné de l'argent. Il y a des procès quant à ce. Suite, la plupart des procès, si vous suivez bien, c'est vraiment suite à la clameur publique. Il y a 2 procès sur le programme de 100 jours, mais ce sont des procès issus de la clameur publique, soit issus des officines politiques. Parce que de 2 procès que nous suivons, tant le procès Vital Kamerhe et consort, mon président que je salue en passant, et le procès de Blattner, le DG Office de route et tout, tous ces procès-là, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas encore un élément, un seul, qui incrimine X ou Y. Nous souhaitons que nous sommes en phase d'instruction. Nous souhaitons que ça soit comme ça jusqu'à la fin, mais jusqu'à aujourd'hui, le parquet a fait son travail, n'a pas pu prouver quoi que ce soit. Nous parlons, le parquet nous a parlé des indices sérieux de culpabilité, oui. Indices, c'est pas forcément la culpabilité en soi. La présomption d'innocence est constitutionnelle. Donc jusque-là, rien n'est encore prouvé. Je refuse de croire que le programme de 100 jours initié par le chef de l'État soit une escroquerie. C'est vraiment une mauvaise manière d'informer le peuple et de donner à notre peuple une mauvaise nourriture. Allons
méthodiquement alors, si aujourd'hui Vital Kamerhe est derrière les barreaux, bien que préventivement ou provisoirement, il serait co-auteur ou complice des détournements des deniers publics qui étaient plutôt alloués pour la construction des maisons préfabriquées. Effectivement, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans notre pays. D'abord, il faut préciser que le programme des 100 jours avait beaucoup de secteurs. Il n'y a pas seulement les maisons préfabriquées, le saut-mouton, non. Il y a même la gratuité de l'enseignement. La gratuité de l'enseignement, il y a l'énergie, la réhabilitation des différents barrages, il y a l'agriculture, on a fait un grand travail avec Daipen, il y a beaucoup d'autres secteurs. Les travaux d'Hercule, non? Il y avait vraiment de lignes de travaux qui étaient à saluer vraiment en attendant l'arrivée du gouvernement Ilonkamba. Parce que, vous savez, notre pays, il y a une maladie des négociations politiques. Nous avons eu la majorité à gauche, mais la minorité à droite. Mais qui a la présidence de la République? Qui a les présidents de la République, l'institution président de la République? Donc il fallait coaliser. C'est pas ça les péchés originels. Le fait d'accaparer les prérogatives qui reviennent au principe au Premier ministre et son gouvernement. Ça c'est un autre débat. Non, parce que je me dis que peut-être tout est parti de là. Ça c'est un autre débat, c'est vraiment un autre débat. Mais ici, il faut souligner qu'il fallait faire quelque chose de janvier. Mais dans les normes de l'art, même si ça urge. On a essayé de faire quelque chose dans les normes de l'art. Preuve en est, ce programme n'est pas attaqué par les parlements. Jusque-là, encore moins par la Cour constitutionnelle. Okay? Donc, on a essayé de faire les choses dans l'art, le cash. Parce qu'en son temps, il n'y avait pas encore de cash FCC. C'était que le cash qui venait d'accéder au pouvoir. Et les peuples étaient regardants, et les peuples étaient assoiffés de vivre le changement, de voir des choses en train de se réaliser. On n'allait pas attendre de janvier en septembre, croiser les bras. Non, il y avait un gouvernement, cher Magloire Landou. Il y avait un gouvernement. Le gouvernement était réputé démissionnaire. Mais bien sûr. Le gouvernement était réputé démissionnaire et nous sommes dans mais tout de même un gouvernement. Ça s'appelait gouvernement. Les pays n'étaient pas sans gouvernement. Nous sommes dans un contexte purement politique. Okay? Nous sommes dans un contexte purement politique. Et la politique prime surtout. Parce que la politique nous a donné l'accord. La politique peut cracher sur la Constitution. La politique, c'est la politique qui a donné naissance à la Constitution. Et les lois de la République. C'est la politique qui donne naissance aux lois de la République. La politique nous a donné le Premier ministre Tchibala qui était de l'opposition. Okay? La politique nous a donné le Premier ministre Sami Badibanga qui était de l'opposition. Donc nous étions dans un contexte purement politique où il fallait agir. Les besoins de la population étaient plus que nos querelles politiciennes. Effectivement. Donc il fallait vraiment résoudre les besoins de la population en attendant le nouveau gouvernement parce que l'ancien n'avait plus de légitimité. Le Parlement, l'Assemblée nationale dont était l'émanation. Mais que dites-vous du principe? Si je peux terminer. Oui, ok. Que dites-vous du principe de la continuité de l'État? Si je peux terminer rapidement. Parce que ça vous rattrape aujourd'hui. Si je peux terminer. Donc ici, le gouvernement avait perdu sa légitimité puisque étant l'émanation d'une Assemblée nationale qui était déjà partie, remplacée par une autre. Donc, en parlant du programme de 100 jours et en parlant de procès dont vous avez fait allusion, nous avons ici assisté à un cinéma, à quelque chose que nous n'avons jamais vécu bien avant dans notre pays. Qu'est-ce qui s'est passé? On a commencé par la personne de Vital Kamerhe. Pourquoi? Parce qu'il était au devant de la scène en train de chapeauter au nom du président de la République ces programmes. On nous a parlé ici de 15 millions. Okay? 15 millions que nous n'avons jamais eu de suite jusqu'à aujourd'hui. Kamerhe aujourd'hui devant le juge, amener ces dossiers de 15 millions. Amener ça pour que nous puissions avoir la lumière quant à ceux. Les dossiers 15 millions ne figurent pas et pourtant Kamerhe aujourd'hui est à Makala. On a eu les dossiers de saut-mouton. On a parlé, oh non, les tôles sont tombées, il y avait une pluie, les tombes sont tombées, nous sommes venus ici, on a eu des ingénieurs improvisés. Et les tôles ont livré leurs secrets. Les secrets et tout. Mais non, mais chers camarades, nous sommes dans des travaux. Les travaux ne poussent pas comme des champignons, les travaux avancent. Normalement, selon les ingénieurs, il y a des contraintes de réalisation des travaux. Et ça, on n'avait pas la donne. C'est pourquoi je suis en train de dire, le peuple a besoin de l'information, mais la bonne.
Okay? On a vu ici des leaders d'opinion drainer la foule dans des situations très compliquées, dans des clameurs publiques qui n'avaient pas lieu, question de régler leur compte politique. Parce que le saut de mouton aujourd'hui, Caméra a bouffé l'argent de saut de mouton, Caméra a bouffé l'argent de saut de mouton, c'est pourquoi ça n'avance pas. Mais aujourd'hui, il est là devant le juge, n'est-ce pas? Il est là, il est allé au parquet, on a posé des questions sur tout ça. Pourquoi est-ce qu'on a élagué ça? Parce qu'il n'y avait absolument rien. On est venu ici dans le dossier, après on a été surpris d'entendre que c'était 370 millions détournés. Okay, 370 millions détournés. Or, le programme de 100 jours dans son ensemble, ce n'est même pas 250 millions de dollars sortis par les trésors publics. Comment est-ce qu'on a eu à détourner quelque chose qui n'a même pas encore été sorti dans les trésors publics? 370 millions, on descend, on m'a parlé de 200 millions. Après 200 millions, on descend dans 57 millions. 57 millions, on descend dans 48 millions. 48 millions, on descend dans 47 millions. J'attends qu'un jour, on descende à 100 $ ou à 1000 $. Okay? Nous sommes spectateurs de tous ces cinémas. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est mettre un pays qui est en voie de décoller dans la stabilité tant économique que politique en danger. Parce que amener ce genre de discours, c'est mettre le feu sans le vouloir. Mettre les feux tels qu'elle avait promis, Vital Kamerhe. Ceux-là qui amènent ces discours, ce sont eux qui mettent le feu. Moi, je n'ai jamais vu le président Vital Kamerhe promettre quelque chose de ce genre. Nous avons même mis de Paris, c'est lui qui a cette vidéo-là, qui nous contacte, on peut même lui donner une cagnotte. L'avocat de la République l'avait entendu. Il est le seul à l'avoir entendu. Nous sommes ici, si vous m'imputez quelque chose que je n'ai pas dit, ma première réaction sera laquelle? Je vais refuser catégoriquement. Et regardez bien cette vidéo-là. Le président Vital Kamerhe a perturbé même la poursuite du procès parce qu'on lui a imputé quelque chose qu'il n'a pas dit. Et il a rappelé, je ne peux pas dire ça, ce n'est pas dans son vocabulaire de ce genre de termes. C'est un pacificateur et il a rappelé. Kamerhe ne peut pas dire qu'il va mettre le feu. Il a été pacificateur. Regardons le parcours de l'homme. Il est parti d'où? C'est les grands médiateurs de tous les dialogues que nous avons eus ici dans ces pays depuis l'arrivée de l'AFDEL. Il est toujours au centre. Il aime être là où on parle de la paix. Pourquoi est-ce qu'il mettrait le feu là où il est innocent? Et effectivement, il est innocent. Si vous voulez, nous pouvons épingler point par point sur lesquels il est accusé. Allons-y. Okay. Dossier maison préfabriquée. Dossier maison préfabriquée. Dossier Samibo. Il y a même pas la passation des marchés, c'est passé dans de conditions obscures, en violant toutes les règles, tous les principes de passation de marchés publics en RDC. Non, mais dire cela, c'est vraiment grave. Dire cela, c'est vraiment grave parce que nous avons ici le chef d'accusation sur le président Vital Kamerhe. Nous avons le dossier Samibo, 1500 maisons. Nous avons le contrat de 57 millions avec Mousmal. Nous avons 1 154 000 $ de dédouanement de ces fameuses maisons préfabriquées. Avec le compatriote M. Mouima, nous avons la parcelle donnée à... C'est moi qui comparait en homme libre. Effectivement, il faut le signaler. Merci beaucoup de l'avoir souligné parce que ça, c'est la bonne information. Nous avons la parcelle, la prétendue parcelle cédée à Mademoiselle Soraya Piana. Madame Soraya Piana. Pour le dossier Samibo. Le dossier Samibo, le peuple congolais doit retenir que c'est un dossier. Comme nous l'avons suivi le 25 mai, c'est un dossier que le pouvoir Félix Tshisekedi a trouvé. C'est un contrat signé entre le développement rural et Samibo Justin Bitakwira et Samibo. Et Samibo, donc j'évite ici de personnaliser les choses, mais pour la meilleure compréhension de ceux qui nous suivent, donc Justin Bitakwira qui a signé ce contrat avec Samibo, représenté ici par Jamal, monsieur Jamal qui est en prison. Ça c'est en avril 2018. Quand nous sommes arrivés en 2019, le chef d'État a préféré qu'il y ait avenant sur ces contrats. Ça c'est le chef de l'État. Effectivement, c'est le souhait du chef de l'État. Là, Tshisekedi Tshilombo et Vital Kamerhe sont arrivés. Effectivement. Okay. Le chef de l'État a souhaité qu'il y ait avenant. L'avenant qui consistait à l'augmentation du nombre de maisons passant de 900 à 1500. OK? Bien évidemment, le coût doit changer, c'est une conséquence logique. OK?
le coût a réellement changé. Et il y avait le coût et il y avait le nombre de provinces. Parce que les données topographiques mises à la disposition des ingénieurs à l'entreprise Samibo, on n'avait que les données de 5 provinces, ce n'était plus 9 provinces. Donc du coup, on a eu 5 provinces au lieu de 9, 900 maisons au lieu de 1500 maisons au lieu de 900, et puis 26 millions, 27 millions au lieu, 57 millions au lieu de 26 millions. L'AVENA a été signé par Bitakwira. Donc nous sommes là à pleine exécution de l'AVENA, donc c'est le même contrat. Bitakwira, ministre expédiant les affaires courantes. Sur instruction du chef de l'État, du contrat Samibo. Donc il a signé et le contrat, il a signé et l'AVENA, ok, c'est le seul responsable. Ici, il faut présenter une pièce où Kamere a signé, où Kamere a remplacé Bitakwira, pour que Kamere prenne la place de Bitakwira et donne injonction à la Banque centrale, ou c'est pas, donne injonction à la DGCMP ou à la Banque centrale de faire sans Bitakwira. Ça c'est faux. Le contrat est resté jusqu'à la fin sous le main de Bitakwira. Il peut dire que son exécution, au moment du paiement et autres, il n'était plus là, il n'était plus concerné. Là, il peut dire ça. Mais la signature du contrat, de l'avenant, c'est Bitakwira. Ce n'est pas Kamere. Il n'y a aucune pièce, aucun document qui lie Kamere avec ces contrats-là. Tout est resté entre le maire. Mais qui a ordonné les paiements en urgence? Il faut aussi rappeler, que tout paiement passait sur instruction du chef de l'État. Tel est le communiqué publié par... Le chef de l'État via son directeur de cabinet. Tel est le communiqué publié par le directeur de cabinet où il parle au nom du chef de l'État. Lisez les communiqués, ces communiqués-là. Le chef de l'État instruit que dorénavant, il n'y a plus recrutement. Dorénavant, il n'y a plus paiement sans son aval. Le communiqué est clair en son dernier paragraphe. Sans son aval, il n'y a plus paiement. Donc, c'est-à-dire que Kamere ne pouvait pas dire au gouverneur de la Banque centrale, payer. C'est le chef de l'État qui devait instruire à Kamere. Kamere répercute l'instruction. Et c'est ça son rôle. Il faut lire les attributions du directeur de cabinet. Il est là en faisant le pont entre les institutions de la République et les chefs de l'État. C'est le chef d'État qui instruit. Mais lui-même l'avait dit qu'il n'était pas n'importe quel directeur des cabinets, il n'était pas un simple administratif. Mais le directeur de cabinet n'est pas administratif. Dans un cabinet du président de la République, le directeur de cabinet est administratif. Le directeur de cabinet partout, il est politique. On craint qu'on avait affaire à un directeur de cabinet partenaire qui se prenait des fois comme un co-président de la République. Non, pas du tout. Et voilà les conséquences. Pas du tout. Il faisait des choses derrière le dos du chef de l'État. Sinon, il serait sanctionné à la présidence de la République. Il était un partenaire. Pourquoi la présidence de la République ne l'a pas sanctionné? Il était un partenaire, mais nommé quand même. Ce partenaire-là a été nommé sur ordonnance. On n'avait pas de choix. Il a été nommé par ordonnance, non? Ordonnance signée par qui? Par le chef de l'État. OK? Il faut dissocier les choses. OK? Il faut dissocier les choses. C'était un directeur des cabinets, mais qui fonctionnait en électron libre. C'est ça le problème. Le problème n'est pas ça. Il y avait vraiment les coups de franche et qui se croyaient tout permis. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux et archi faux. Il n'y a pas une instruction directe de Vital Kamere à la présidence. Allez chercher les notes. Il n'y en a pas. Il instruisait au nom du chef de l'État. Il commençait ses lettres en disant sur instruction du chef de l'État. Et il met le chef de l'État en copie. Il met le chef de l'État en copie. Et on n'avait pas de super directeur de cabinet. C'est vrai, il peut se prévaloir comme ça parce que c'est le meilleur élu de la République. C'est le meilleur élu de la République. Il n'est pas Néhémie, il n'est pas Béassikou, qui n'étaient pas des élus. Vital Kamere était un député. Et de surcroît, le meilleur élu de la République, de surcroît. Les maillots jaunes. Ancien président de l'Assemblée nationale, deuxième personnalité du pays. OK? De surcroît, ancien ministre, il n'était pas n'importe quel directeur de cabinet, ça c'est vrai. Il avait une notoriété. Ancien candidat président de la République, c'est dans ces contextes-là. Ce n'était pas dans la fonctionnalité de l'institution président de la République. Non. Tout ce qu'il faisait, c'était l'instruction. Donc s'il y a eu paiement de Samibo, c'est le chef de l'État qui a instruit.
Ce n'est pas Vital Kamerhe. Venons-en au deuxième dossier, Ousmane. Le deuxième dossier, Ousmane, c'est pour la première fois. Tant pour le dossier Samibo que pour le dossier Ousmane. Un contrat en cours d'exécution, qu'on vienne arrêter le prestataire, qu'on vienne arrêter les titulaires du marché. Pour ces mêmes contrats-là, c'est pour la première fois. Ça n'existe pas, partout au monde. Pour d'autres faits, oui. Mais pour ces contrats-là, non. Le contrat est en cours. Où est le péché? Parce que le contrat est en cours. On aurait constaté le péché si le contrat n'était plus en cours, où les délais de livraison sont largement dépassés. Les délais de livraison, c'est aussi ça les problèmes. Les contrats, l'exécution du contrat ou les délais de livraison de l'ouvrage, c'est bien déterminé dans l'espace. Si les contrats, si l'exécution prenait du temps, devenait de plus en plus élastique, que faire alors? Mais ça dépend. Et à qui incombe cette faute? Et si c'était la faute au gouvernement? Prenez le contrat Ousmane. 57 millions, on a payé seulement 2 millions. Or, 57 millions. La loi dit qu'il faut payer 20%. 20 à 30%. OK? Donc, 20% de 57 millions, nous sommes dans 11 millions 400. Mais on ne paye que 2%. Et vous voulez que le contrat avance normalement, régulièrement? Non, ça aura un impact sur le contrat, nous sommes d'accord. OK? Les fournisseurs doivent livrer la marchandise, mais ils doivent aussi être payés. OK? Et ici, il y a quand même cette complexité de l'affaire. Nous avons 3000 maisons négociées par le pouvoir Félix Tshisekedi, notamment le président de la République lui-même via son directeur de cabinet. 57 millions. Mais là où Bitakwira a signé, c'est 1500 pour 57 millions. OK? Qui a fait mieux? 3000 pour 57 millions, mais là-bas 1500 pour 57 millions, mais signé par Bitakwira. Entreprise recommandée par le Premier ministre Bruno Tshibala. Ça, c'est Bitakwira qui l'a dit, même dans des lettres. Qui a fait mieux? Revenons. Donc, Ousmane est tenté d'exécuter un contrat, mais on l'arrête. Et puis, on ne veut pas arrêter l'entreprise, parce que c'est l'entreprise, c'est la personne morale qui a signé avec l'État. Ce n'est pas l'individu Jamal qui a signé avec l'État. C'est la personne morale qui a signé avec l'État. OK? Ici, il faut que l'entreprise dédommage l'État en cas de non-respect du contrat. Il y aura un procès et on va imputer à l'entreprise des dommages et intérêts pour qu'elle puisse, s'il vous plaît, pour qu'elle puisse dédommager à l'État congolais. Mais nous sommes en pleine exécution du contrat. Même l'expertise de cette entreprise en ces domaines de préfabrication des maisons laisse à désirer. C'est une entreprise qu'on a mise en place rapidement pour les besoins de la cause. Ici, c'est l'organe technique de l'État qui étudie les expertises. Le dossier s'appelle la DGSMP. Est-ce que la DGSMP a donné son aval, ce qu'on appelle l'avis de non-objection? Quant à ce, oui. Donc c'est que la DGSMP, la République, parce que le procès Vital Kamerhe est contre la République. Donc la République a estimé que cette entreprise-là en valait la peine et a donné l'anneau. L'avis de non-objection. L'avis de non-objection. Donc aujourd'hui, l'État ne peut pas revenir si c'était pas l'État ne peut pas revenir. La constitution de cette entreprise. L'État ne peut pas revenir. Est-ce que les vraies questions sont lesquelles? Qu'est-ce que nous pouvons faire en cas de... Parce que nous nous retrouvons dans une situation de retard de livraison. Tout à fait. Qu'est-ce que prévoit la loi en cas de retard de livraison? Il y a la loi et il y a même les coutumes, les justes coutumes du domaine qu'on appelle passation du marché. La loi parle de la mise en demeure. La loi donne les prérogatives de gestion de contentieux à l'ARMP, l'autorité de régulation des marchés publics. Allez-y là-bas. Arrivez là-bas. Posez les problèmes là-bas. C'est-à-dire la partie lésée. L'État
doit normalement saisir l'ARMP pour lui faire part. Pour recouvrer ses droits. Recouvrer ses droits. Et puis, l'ARMP va régler ça en contentieux. Mais est-ce que nous sommes passés par le contentieux? Non, nous ne sommes pas passés par là. Est-ce qu'il y a eu mise en demeure de l'entreprise? Non. Directement, nous sommes Pourquoi nous ne sommes pas passés par là? Nous sommes allés Parce au que pénal. la clameur publique prenait de l'ampleur. Voilà la raison. Nous sommes allés au pénal. Nous parlons de l'état de droit, n'est-ce pas? L'état de droit cède à la clameur publique. Ah, c'est cette même clameur publique qui a biaisé les principes d'état de droit où nous avons vu un invité en renseignant, aujourd'hui en train de faire 45 jours, 46 jours à Makala. Merci. On peut dire que ça dépend du juge, mais est-ce que le juge est au-dessus de la loi? La clameur publique, il faut faire très attention. On ne dirige pas l'État en parlementaire debout. On ne dirige pas l'État en populisme. On dirige l'État selon les textes. OK? Donc, l'entreprise Osmal, en pleine exécution, le DG se retrouve à Makala, et on vient nous dire ici qu'il y a eu détournement. Bon, on se pose la question. Quand est-ce qu'on peut parler de détournement? À qui est-ce qu'on peut imputer cette histoire de détournement? C'est un agent public, un agent de l'État. Détournement, c'est-à-dire que l'argent qui est sorti de caisse de l'État pour un ouvrage bien déterminé a servi à autre chose, pour parler simplement. Est-ce que, excusez-moi, monsieur, l'entreprise Samibo devait recevoir 20 000 $, exemple, ok? Est-ce que l'entreprise Samibo a reçu 20 000, oui ou non? Et 20%. Non, un exemple, pas les 20%, un exemple, ok? Est-ce que l'entreprise Samibo a reçu 20 000 $, oui ou non? L'entreprise dit que oui, j'ai vérifié mes comptes. Il y a des bordereaux qu'on donne. Les OPI et autres. J'ai vérifié mon compte, j'ai vu 20 000 $. En ce moment-là, où est le détournement? Parce que l'argent est sorti pour une destination. Trésor public, compte Samibo. Et c'est l'argent est arrivé, oui ou non? Oui. Et c'est l'argent est arrivé 15 000 ou 20 000 sur le 20 000. L'argent est arrivé 20 000. On aurait compris que si l'argent était arrivé 15 000, là le parquet peut se dire, bon, il y a un 5 000 qui est tenté de manquer. Yanguille sous roche. Il y a un Yanguille sous roche. Qui sont les personnes qui ont intervenu pour que l'argent quitte du trésor jusqu'au compte de l'entreprise Samibo? Là, on se pose la question. On amène tous les suspects. OK? Où sont passés les 5 000 qui devaient arriver à Samibo? OK? Ça, c'est un exemple. Mais il n'y a pas de 5 000 qui manquent. Il n'y a pas de 200 $ qui manquent. Il n'y a pas de 3 000 $ qui manquent. L'argent tel que sorti et tel que reçu. Mais l'argent... Où est non, l'argent tel qu'est sorti, tel qu'est reçu, mais arrivé au compte de l'entreprise, les travaux pour lesquels l'argent était sorti n'est pas exécuté. J'en arrive. L'État n'a pas à dicter à l'entreprise la gestion. L'État, c'est le maître d'ouvrage. Il a besoin que l'ouvrage lui soit livré. À dicter, oui, effectivement. Voilà. L'État doit attendre que la marchandise pour... Mais pas ad vitam aeternam. La marchandise pour laquelle... Il y a un délai pour ça. Pour la marchandise, j'en arrive, je vais expliquer. Pour la marchandise pour laquelle il a sorti l'argent, arrive. L'État ne vient pas dire à M. Jamal, monsieur, ne donnez pas 10 000 $ à votre femme. Monsieur, ne donnez pas 5 000 $ à votre enfant, l'État n'a pas le droit. L'argent étant arrivé dans l'entreprise, dans le compte de l'entreprise, c'est l'entreprise qui se gère. C'est l'entreprise qui va dire qu'ici, je vais engager 150 personnes. Tel est le montant qu'il me faut en termes de coût du personnel. Pour ces projets, je vais acheter telle marchandise en tel endroit. Telle marchandise doit quitter Anvers. Ok? Telle marchandise doit quitter Istanbul. Telle marchandise doit quitter le port de Marseille. Ok? C'est l'entreprise qui a facturé ça dans ses factures. Elle savait que je vais prendre ici, je vais prendre là-bas, je vais prendre ici. Maintenant, où est le problème de l'agent public? Dès que l'argent arrive,
dans l'entreprise, l'agent public dont on accuse des détournements, Vital Kamerhe dont on accuse des détournements. Monsieur Jamal, vous reconnaissez avoir perçu 57 millions pour le dossier Samibo? Je les reconnais à 100%. Telle est la réponse de Jamal. Nous souhaiterons même avoir les images. Mais monsieur Jamal a suggéré au juge de faire une descente. Vous avez suivi le procès comme moi, n'est-ce pas? Il a suggéré, n'est-ce pas, qu'on fasse une descente. Pourquoi? Des maisons sont en train de pousser ici au Kanchachi. Des maisons sont là. Allez au Kanchachi, il y a même des images. Les maisons sont en Mbujimayi. Les maisons sont dans les ports, par-ci, par-là, en train de venir. Monsieur Jamal, vous reconnaissez avoir perçu cet argent? Oui. Mais où est le problème de l'agent public? Il n'y a plus de détournement. Il faut changer de qualification. Ici, je tiens à préciser que Kamerhe Vital Lwakaningin Kingi n'a jamais pris $1 américain pour le programme de 100 jours. Sinon qu'on nous le démontre. À sa question de savoir, celle de savoir qu'est-ce que j'ai fait à Makala. Parce que quand Samibo reçoit de l'argent et que Samibo livre en retard, est-ce que c'est les problèmes de Vital Kamerhe ou c'est les problèmes de Samibo? Il fallait amener seul Samibo devant la justice. Et Samibo peut avoir des arguments. Le cas de Covid. Le Covid n'a pas impacté sur le commerce mondial. Au début, là, le Covid a impacté. Ok? Ça peut être des intempéries, ça peut être cas de force majeure, ça peut être X ou Y raison pour laquelle elle a eu cette entreprise à livrer en retard. Mais qu'elle vient faire les noms de sa belle-fille. Il y aurait aussi une session des parcelles. Qu'elle vient faire d'ailleurs. On peut toucher un dernier mot pour l'entreprise, pour le contrat 3000 maisons du chef de l'État. Le contrat. Mais quel projet louable. C'est depuis Mobutu que nous n'avons plus vu un chef d'État se préoccuper des policiers. Ils vivent dans quel contexte ici, dans quel environnement ici au camp de Fongola? Le pouvoir de cash vient, dit que nous passons la commande. Non, mais ils attendent d'occuper ces maisons. Ils attendent d'occuper ces maisons. J'en arrive, nous passons la commande. Sur 57 millions, vous payez 2 millions. Mais néanmoins, les maisons, il y a 67 containers qui sont déjà ici au port de Matadi. Parce que le gars Jamal... Monsieur Jamal a présenté même le preuve qu'il a ses conteneurs ici, du contrat Ousmane. Il faut apprendre qu'on apprenne à être patient. Il ne faut pas régler les comptes politiques sur l'impatience. Même lorsqu'on appelle programme d'urgence. Faut pas régler... Vous appelez la population à la patience alors que le programme est d'urgence. Le programme d'urgence n'était pas appelé, personne ne peut livrer autant de maisons à 100 jours. Personne. Le programme d'urgence n'était pas appelé à tout finir. Mais pas non plus en 100 ans. Le programme d'urgence n'était pas appelé à tout finir au bout de 100 jours. Preuve, il y a eu remise et reprise entre les ministres sortants et les ministres entrants, c'est-à-dire le gouvernement et l'Okamba, sur les questions de 100 jours, notamment le ministre des ITPR, Thomas Louaka, et les VPM aujourd'hui, Willy Ngopos. Okay? C'est-à-dire que c'était un programme dit de 100 jours, mais continuel. Il fallait au moins, au bout de 100 jours, qu'on sente les actions palpables. C'était ça l'objectif du programme. Ici, il faut marteler sur la question, par exemple, de M. Moïma. On accuse Vital Kamerhe de détourner 1 154 millions de dollars. M. Moïma, la question du juge. Avez-vous perçu cet argent? Oui. Je souhaiterais vraiment que vous nous balanciez toutes ces images. Avez-vous perçu? Oui. Où est le problème de Vital Kamerhe? Bon, avez-vous donné cet argent à Vital Kamerhe? Non. Qu'avez-vous fait de cet argent? J'ai fait de cet argent ce qu'était la mission de cet argent. Quelle était cette mission? Aller dédouaner, payer une facture de dédouanement. Sur le 3 millions, nous avons payé 1 154 000. Ça, c'est ce que les gens ne savent pas. La facture, c'était 3 millions de dollars. Nous avons payé 1 154 000. Alors que toutes ces marchandises étaient exonérées? Non, pas du tout. On parle de l'exonération. On parle, qui en parle? Qui en parle?
Les ministères publics. Ici, dans ces pays, nous sommes les ministères publics. Les ministères publics qui n'arrivent toujours pas à nous présenter un seul document incriminant Kamere. C'est ces ministères publics-là qui nous a parlé de Trade Plus. Vous avez oublié les caméras, les bisous, qui c'est Périma, qui c'est Spira. Ça, c'est un dossier à part. À part, mais c'était quand même ces mêmes ministères. C'est une page tournée. Ok. Quand est-ce qu'on l'a tourné? Moi, je ne savais pas. On tourne les pages. On a la facilité de tourner les pages. Mais réhabiliter la personne dont vous avez sapé l'image, vous ne le faites pas. Vous tournez en silencieux. Quand vous vous sentez lésé, vous criez, vous montez au créneau. Vous montez à la RTNC. Avec le mégaphone pour alerter tout Kinshasa, tout le Congo. Quand vous voyez de partout, vous montez à Sosacom ici. Okay? Mais quand vous sentez que ce n'était pas ça, vous êtes en silencieux là, vous passez inaperçu, comme si vous n'avez rien dit. Le ministère public nous a parlé d'un contrat de 10 millions de Trade Plus. Produits pharmaceutiques. Produits pharmaceutiques imputés à Kamere. Tu as amené des produits périmés. Le contrat signé, commencé par Oli Lunga et achevé par Dr. Ete. Mais la cession d'une parcelle... Et un contrat même au lieu de 10 millions, comme le ministère public l'avait dit, c'était même 5 millions. La cession... Donc le ministère public avait menti. Là, vous n'avez pas beaucoup à dire. La cession d'une parcelle à la belle fille. Ici, nous sommes en train de démontrer d'abord qu'il n'y a pas de détournement. Il faut élaguer ces termes. Il n'y a même pas vol. Il n'y a même pas vol parce que l'argent est sorti à destination du compte de M. Jamal. Est-ce que l'argent est arrivé? Oui. Est-ce que M. Jamal est en train d'exécuter son contrat? Il fallait envoyer une mission d'audit. C'est simple, une mission d'audit. M. Jamal, vous avez perçu l'argent auprès de l'État. À défaut de suivre la procédure de passation de marché, ce que veut la loi, ce que veut envoyer d'abord une mission d'audit. Monsieur Jamal, nous sommes les inspecteurs de l'État, ok, envoyés par une mission envoyée par le Premier ministre ou par le Président de la République. Nous voulons voir ce que vous êtes en train de faire. Et si la marchandise dont nous avons commandé est là, et monsieur Jamal allait faire un rapport. Est-ce que nous avons fait cette démarche? Maintenant, Kamere Moyibi, il a volé. Mais au juste, monsieur Jamal, j'essaie de comprendre, comme lui, monsieur Vital Kamere, l'honorable Kamere, le président de mon parti. Un instant. On est en train d'essayer de comprendre, il a volé. Les détournements peuvent être subtils, ou peut-être quitter les champs du détournement pour peut-être parler des rétrocommissions, parce que monsieur Jamal était incapable, non, un instant, était incapable de nous dire combien coûte une maison préfabriquée. Il était incapable de le dire. Mais je ne prends pas la défense de M. Jamal, mais c'est quand même pas propre, ce genre de débat. Ok? Nous avons ici des hôtels de luxe, 4 étoiles. Des restaurants ici qui nous vantent un sucre à $5. On nous a imposé d'acheter là? Qui nous a imposé de prendre le sucre dans des hôtels de luxe où on nous vend ça à $5, tandis que le coca, vous sortez seulement, vous marchez un peu, c'est à 1000 francs. Le coca coûte 1000 francs. Donc vous avez 8000 francs d'écart. Qui va accuser ces hôtels-là en justice? C'est leur marge des bénéfices. Ici, je parle en expert en passation de marché, c'est un commerçant. Il met son prix, il n'oblige pas. Ok? Il met son prix, c'est à nous de prendre. C'est à nous de prendre. Je tiens ici à... Je suis content parce que vous-même ici, journaliste, vous êtes incapable de me prouver un quelconque détournement. Non, en tout cas, moi, c'est pas mon rôle, en tout cas. Nous sommes... Ok, merci. C'est pas mon rôle. Nous faisons cet échange afin que la lumière éclate. Je pensais que vous représentez quand même vos auditeurs. Non, pas du tout, mais pas dans ce sens-là. Ah, ok, merci beaucoup. Ne me donnez pas ces rôles-là. Merci beaucoup, ok, je suis très ravi. Donc, nous sommes en train de comprendre que, et les journalistes et tout le monde qui aurait pensé ainsi, nous sommes incapables de prouver un quelconque vous escamotez toujours l'affaire de la parcelle, encore moins un vol. Kamere n'a rien volé. Kamere n'a rien. La parcelle de la belle-fille? Nous sommes maintenant au niveau de la parcelle. Donc au niveau de tous les millions là. Non, mais là déjà... Les millions là, c'est bon. Mais on ne va pas s'éterniser. Les millions là, c'est bon. Non, nous essayons, parce que nous qui suivons Vital Kamere comme leader, nous étions choqués de voir qu'il est traité de tous ces noms là.
Ok. Bon, on vous comprend. On peut lui dire tout. En tout cas, on n'a plus beaucoup de temps. Je comprends que vous n'avez rien à dire sur la parcelle octroyée ou cédée à la belle-fille. Mais nous pouvons avoir quelque chose à dire, pourquoi pas? Non, je pose ma question comme ça, vous allez ramasser les deux. Ok. Le procès est là. Le juge président qui a présidé, si je peux me permettre, l'audience du lundi 25, visiblement, il était en bonne santé. Moins de 48 heures après, en tout cas les mercredis aux petites heures du matin, comme un coup de tonnerre dans un ciel serein, on nous apprend que le juge est mort. Ok, la mort est naturelle. S'il est mort de sa belle mort, gloire à Dieu. Mais au cas où, dans l'hypothèse, parce que l'autopsie a déjà eu lieu, dans l'hypothèse où on avait peut-être affaire à un cas d'empoisonnement, Magloire Landou, à qui profiterait ces crimes? Je suis pas bien informé. Vous êtes journaliste, vous pouvez mieux me renseigner. Qu'a dit l'autopsie? Jusque-là, on attend. C'est pas encore officiel. Ça devait être livré hier. Oui, on a déjà remis les rapports entre les mains de la hiérarchie judiciaire. Nous attendons, ce n'est pas un secret d'État. Okay. D'ici là, nous saurons. Mais pour ne pas trop spéculer, c'est pourquoi j'ai parlé au conditionnel. Dans l'hypothèse où ce n'était pas une mort naturelle, à qui profiteraient ces crimes? En tout cas, je commence par présenter toutes mes condoléances à la famille du juge Raphaël Yanni. Et je lui rends hommage. Cher juge, nous gardons de vous, nous membres de l'UNC, de bons souvenirs de ces procès. Vous avez aidé notre... 2 jours d'audience seulement, vous gardez déjà des bons souvenirs. Très bons souvenirs parce qu'il a aidé l'opinion à comprendre quelque chose. Vous avez vu les réactions après le 25 mai? Après l'audience du 25 mai, tout le monde était en train de comprendre, essayant un peu de se poser la même question que l'honorable Vital Kamere. Que fait-il à Makala? Parce que le juge était un juge neutre. Modéré, vraiment d'un très bon tempérament. Il donnait la parole à l'honorable Vital Kamere. En tout cas, il avait du métier. Hein? Vraiment, en tout cas, paix à son âme. Paix à son âme. Ici, c'est la bonne question que vous avez posée. À qui profiteraient ces crimes? Si c'est un crime, ou à qui profiteraient ces décès? En tout cas, ça profite à tout le monde sauf aux prévenus. Comment ça? Les prévenus sont les premiers à perdre dans des contextes comme ça. Parce que les juges avaient déjà la température du procès. En tout cas, il était dans les bains. Hein. Il était dans les bains, plongé, il avait les bains. Il avait plutôt... les feelings. Il avait la fleur dans le procès. Ok, et c'est vraiment quelque part en arrière, bien que l'exécution pénale ne subit pas trop, mais c'est vraiment quelque part en arrière. Et puis les prévenus, nous regrettons la mort. Les prévenus ne peuvent pas se réjouir de telles circonstances. En plein procès? En plein procès, non. Les prévenus sont... Je pense qu'à part la famille, ce sont les prévenus qui pleurent plus. Ils sont traumatisés. Ils sont traumatisés. Parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Après ce qu'on a vu le 25 mai, tout le monde clame l'innocence de Vital Kamere. Mais est-ce que le juge, nous posons la question conditionnelle, aurait refusé certaines instructions obscures? Mais déjà... selon certaines langues, ça serait ça. Nous disons que nous espérons que ça soit pas ça. Mais déjà, les prévenus Kamere seraient désignés comme étant... les commanditaires de cet acte ignoble, parce que on l'a vu faire des gestes, demandant au juge d'ôter son masque. J'ai vu l'image. Oui. L'image était en forme de GIF. Ceux qui savent, nous utilisons tous les réseaux sociaux, WhatsApp et tout. Une vidéo GIF, c'est toujours une image montée. On fait l'assemblage de 2-3 montages pour nous donner une seule image, ok? Et c'est vraiment un montage, ok? Ce n'est pas parce qu'on demande à un juge. Le juge avait mis un masque qui le couvrait comme ça. Du coup, les paroles n'arrivaient plus à sortir, allant dans le sens, dans la trajectoire. Il y avait un problème d'audition. Dans la bonne trajectoire, la parole descendait, ok? Il y avait vraiment un problème d'audition. On lui a demandé carrément, et il était à côté d'autres personnes, non? N'est-ce pas? Il était à côté d'autres personnes qui avaient des masques normaux.
de masques normaux. Hein, ok. Donc dire que Vital Kamerhe est dans ce genre de pratiques, c'est vraiment pas trop son monde. C'est pas son monde. Vital Kamerhe n'a pas le sang dans les mains, non. C'est pas quelqu'un qui a le sang dans les mains. C'est pas quelqu'un qui a le vol de l'argent de l'État, parce que nous souvenons ici qu'il y a des dignitaires du régime passé qui ont fait des histoires dont nous ne pouvons même pas relater ici, sinon nous allons nous rébeller, parce que c'est énervant. Mais ils sont tentés de sillonner librement. Ici, nous sommes en train de voir un procès purement politique. C'est pourquoi un criminel, si vraiment la mort du juge serait un crime, un criminel a toujours l'art de désorienter l'attention. Ok? Donc, comme on dit de faire de la diversion. Mutoya kamatanga muto liboso za ndokyo aller. Et puis aller la ramakasi pour faire la diversion. Donc, c'est-à-dire, on voulait qu'on tombe sur ces pièges. Kamerhe abomié, pour que les vrais, si c'est vraiment un crime, les vrais criminels restent tranquilles. En tout cas, on vous a compris sur ça. Il faut quand même aussi arriver à prouver tout cela. Nous avons vu un acte de cession où c'est vraiment du piratage, l'imitation pure et simple de la signature de M. Jamal avec son nom mal écrit, un acte de cession du 22, même 2 jours avant même que le président de la République actuelle puisse entrer dans son bureau pour prêter serment, ok? Et en son temps, on ne parlait même pas encore de 100 jours. Donc ce monsieur-là prendrait les risques de céder déjà des histoires de cette valeur de $100 000 sur des gens. On ne savait même pas que Vital Kamerhe serait directeur de cabinet. Ok, tout ça, ce sont des zizanies. Enlevez tout ça, vous allez voir que c'est purement un procès politique. Nous appelons à la vigilance de la jeunesse. Nous appelons à l'amour entre Congolais. Les gens, nous devons apprendre à nous aimer. Le Congo a besoin de l'amour entre nous. On ne peut plus commencer à évoluer comme ça. Monsieur Landou Magloire, merci beaucoup de cet atterrissage en douceur, en termes d'appel à la fois patriotique et pathétique. Nous appelons à l'amour. Nous devons nous aimer les uns les autres. Merci beaucoup. Merci. Je crois que tout prochainement, on aura encore besoin de vous, en attendant de voir comment évoluent ces procès, parce que c'est toute une saga judiciaire à plusieurs rebondissements et à plusieurs épisodes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Messieurs et dames, ces procès 100 jours qui tient toute la République en haleine ne nous a pas encore livré tous ces secrets, mais nous vous promettons de suivre tous les épisodes, tous les rebondissements de cette affaire. En attendant, pêchez-vous. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle aventure des enjeux avec les mêmes et réels plaisirs. Au revoir. Thank you.